Alors bonjour à tous. Donc là, cette vidéo, elle a pour but de faire une synthèse du chapitre sur la proportionnalité. Là, je vous ai mis des fiches méthodes donc sur Google Drive qui sont aussi sur École Directe et donc vous pouvez les consulter. Elles sont disponibles. Là, le but de cette vidéo, c'est de parcourir les différentes fiches méthodes qui en fait sont plus ou moins les résumés du cours qu'on a vu en classe avec des compléments qu'il faut connaître. Donc là, on va les balayer une par une et donc je vais vous expliquer donc les notions à savoir pour le contrôle. Et donc bien sûr, si vous comprenez pas, vous pouvez toujours m'écrire, me poser des questions, etc. Donc là, on commence avec la fiche méthode calculée avec des pourcentages. Donc déjà, calculer un pourcentage d'une quantité donnée, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un pourcent d'une quantité. Donc, un pourcent, ça correspond à diviser par ça une quantité. Donc, par exemple, si j'ai 200 euros, pour avoir 1% de 200 euros, eh ben, ça va être 200 euros divisé par 100. Et donc, ça fait 2 euros. Donc là, 1% de 200 euros, c'est 2 euros. Et donc là, cette méthode-là, on peut la faire avec des nombres un petit peu plus compliqués. Par exemple, si je veux calculer 7% de 78 euros. Donc là, 7% de 78 euros, c'est 7 fois 1% de 78 euros. Et 1% de 78 euros, c'est 78 euros divisé par 100. Donc là, 7% de 78 euros, c'est 7 centièmes de 78 euros. Donc c'est 7 sur 100 fois 78. Et donc là, quand on fait le calcul et qu'on réduit au même dénominateur, on trouve, enfin qu'on simplifie, je veux dire, donc ça fait 350 sur 39. Et donc après, vous prenez votre calculatrice. Si je vous dis d'arrondir au centime, donc un centime, c'est un centième d'euro. Donc là, je m'arrête deux chiffres après la virgule. Et donc là, je trouve 8,97 euros. Alors maintenant, ça, c'est la méthode générale. Maintenant, certains calculs de pourcentage, ça peut se faire de tête. Par exemple, si je vous dis de prendre 10% d'une quantité, c'est pareil que de diviser la quantité par 10, parce que ça ferait 10 sur 100 fois la quantité. Mais 10 sur 100, c'est aussi un dixième. Donc ça veut dire multiplier par un dixième, c'est pareil que diviser par 10. D'accord? Donc là, si je divise par une quantité, c'est la même chose que multiplier par ce qu'on appelle son inverse. Si je divise par 3, c'est pareil que multiplier par un tiers. Si je divise par 4, c'est pareil que multiplier par un quart. Voilà. Et donc là, 5% d'une quantité, ça revient à diviser la quantité par 20. Pourquoi? Parce que 5% d'un prix P, c'est 5 centièmes du prix P, donc 5 sur 100 fois P, mais 5 sur 100, comme 100, c'est 5 fois 20. En haut et en bas, j'ai les 5 qui se simplifient. Là, au lieu d'écrire 5, je peux très bien écrire 5 fois 1, et du coup, il me reste 1 sur 20. Et donc 1 sur 20 fois P, c'est pareil que P divisé par 20. Et donc là, par exemple, pour P égale 300, donc si je prends 300 euros, eh ben 5% de 300 euros, c'est 300 euros divisé par 20. Et donc ça fait 15 euros. Voilà, alors donc ça, c'était la première partie qui correspondait au 4A du cours. Maintenant, donc on veut savoir comment on augmente ou qu'on diminue un prix d'un certain pourcentage. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que donc pour augmenter une quantité d'un certain pourcentage, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit, on lui ajoute une fraction du prix initial pour obtenir le prix final. Donc là, ce que je dis, P final, c'est le prix après l'augmentation, et P initial, c'est le prix de départ. D'accord? Donc je dis que le prix final, c'est le prix initial plus un certain pourcentage du prix initial. Donc là, je dis plus X% du prix initial si j'augmente de X%. Donc par exemple, si je veux augmenter de 30% le prix initial, eh ben du coup, là, mon X ce sera égal à 30, d'accord? Donc prix initial plus 30% du prix initial, par exemple. Et donc là, le X% du prix initial, c'est comme quand on a vu dans la partie précédente, X%, c'est X divisé par 100. Donc X% du prix initial, c'est X divisé par 100 fois prix initial.
Voilà. Et là, donc, je rappelle ce qu'on appelle la factorisation. Donc, la factorisation, ça veut dire qu'on va factoriser, qu'on va transformer une somme en multiplication. Et donc là, on a une somme de deux termes. P initial, le prix initial, et ensuite le deuxième terme, c'est x sur 100 fois le prix initial. Parce que donc là, cette somme-là, je veux la transformer en multiplication. Et là, comment je fais? Je fais une factorisation par le facteur commun P initial, d'accord? Donc là, P initial, c'est pareil que P initial fois 1, d'accord? Donc là, ce que je peux dire, c'est que cette formule-là, je peux la réécrire comme P initial fois, entre parenthèses, 1 plus x sur 100. Donc ça, en fait, on n'est pas obligé de le faire pour ce chapitre, mais donc je vous prépare aussi au calcul littéral en faisant ça, parce que là, en fait, si vous me faites ça en contrôle, c'est très bien. Après, vous remplacez par les nombres de l'énoncé, vous faites votre calcul, c'est bon. Mais si vous voulez faire avec un peu de calcul littéral, au moins vous avez une formule comme ça, et après vous pouvez remplacer par les valeurs. Donc là, je vais faire un exemple. Je prends un exemple, un costume qui coûte 500 euros. Je dis, son prix augmente de 7%. Donc là, le prix, donc le prix initial, celui-là, la P initiale, c'est 500 euros. Ensuite, le X, c'est 7. Ça veut dire j'augmente de 7%. D'accord? Parce que là, c'était une augmentation de X%. Bah, pour une augmentation de 7%, je remplace X par 7. Voilà. Donc là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix après augmentation de 7%, ça va être 1 plus 7 centièmes fois 500. 500 prix initial. Et ça, là, le 1 plus 7 centièmes, en fait, ça s'appelle un coefficient multiplicateur. Parce que ça veut dire finalement que mon prix après l'augmentation, c'est le prix au début multiplié par une certaine constante, un certain nombre. Et ce nombre, c'est 1 plus x sur 100. Ici, c'est 1 plus 7 sur 100 parce que j'augmente de 7%. Donc là, du coup, qu'est-ce que ça donne si je veux travailler en décimale? Et donc là, 7 sur 100, c'est 0,07. Et donc du coup, là, augmenter de 7% finalement, donc 1 plus 0,07, ça fait 1,07. Et donc là, finalement, pour faire une augmentation de 7%, j'ai multiplié le prix initial par 1,07. Et donc 1,07, c'est mon coefficient multiplicateur. Quand je fais ce calcul, je trouve 535 euros. Donc ça veut dire que finalement, 7% de 500 euros, ça fait 35 euros. Et ensuite, donc là, j'étais parti de 500, j'ai ajouté donc ces 35 euros qui correspondent à 7% de 500 euros, et donc je trouve mon prix final. Voilà. Après, quand on veut diminuer, c'est exactement la même chose. Quand on fait une diminution d'un pourcentage, là, il faut retirer, puisque vous allez avoir un prix final qui va être plus petit que le prix de départ. Et donc, du coup, au lieu d'avoir 1 plus le pourcentage, en fait, là, vous allez avoir un moins. Par exemple, si au lieu de dire j'augmente de 7%, je baisse de 7%, et ben au lieu du plus, je mets un moins. Voilà. Alors maintenant, il faut pas faire n'importe quoi avec les pourcentages. En fait, il faut savoir que augmenter un prix, par exemple, de 10%, puis le rebaisser de 10%, ça ne fait pas revenir au prix initial. Là, par exemple, je fais un exemple. J'ai une voiture, elle coûte 20 000 euros au départ. Là, le prix, il augmente de 5%. Du coup, le prix intermédiaire que j'obtiens, ça va être multiplié par le coefficient multiplicateur 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. Et donc, quand je fais ce calcul, j'obtiens 21 000 euros. Voilà. Ensuite, là, ce prix-là, je fais baisser de 5%. Donc maintenant, il faut enlever 5% de ce nouveau prix du 21 000. Et du coup, là, la réduction du coût de 5%, ça va être par rapport à ce prix de 21 000. Donc le prix final, c'est le prix donc intermédiaire 21 000 fois donc ce coefficient multiplicatif qui en fait vaut 0,95.
Et donc quand je remplace par les valeurs, ça me fait 19 950 euros. Et ça, c'est différent du prix de départ. Donc finalement, là, on voit bien qu'on peut pas faire n'importe quoi avec les pourcentages, que ça s'annule pas. Si j'augmente de 10% et que je retire 10%, ça fait pas 0%, parce que là, on voit bien qu'on revient pas au prix de départ. Voilà, donc ça, ce qu'il faut à peu près savoir pour le contrôle, donc calculer le pourcentage d'une valeur, savoir calculer une augmentation de prix, une diminution de prix, et de savoir combiner plusieurs augmentations ou diminutions successives. Donc ça termine cette fiche méthode. Après, on va passer donc à la fiche méthode des échelles. Donc les échelles, c'est quoi? Ça correspond à la partie grand 5 du cours. Donc une échelle, c'est quoi? C'est un nombre qui indique de combien on a diminué la taille réelle d'un objet sur un dessin ou une maquette. Donc, par exemple, dans quel contexte on trouve ça? On trouve ça en géographie sur les cartes. On trouve ça aussi si je veux faire donc une maquette d'un avion ou d'un bateau. Donc là, qu'est-ce que c'est une échelle de réduction? Déjà, on a deux façons de le noter, soit avec deux points, soit avec un espèce de slash, parce que c'est des symboles de division. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le rapport entre la taille sur une représentation, donc un dessin ou une maquette, et la taille réelle. Donc là, par exemple, je dis j'ai une échelle de 1 sur 250 000 sur une carte. Bah, ça veut dire finalement que 1 centimètre sur ma carte, ça représente 250 000 centimètres en réalité. Et donc là, comme je sais que 100 centimètres, c'est 1 mètre, du coup, ça me fait 2500 mètres. Donc 1 centimètre sur la carte, ça représente 2500 mètres en réalité, ou 2,5 kilomètres. Et donc là, par exemple, 3 centimètres sur la carte, ça représente, et bah du coup, 3 fois 2500 mètres, c'est-à-dire 7500 mètres, ou encore 7,5 kilomètres. Donc là, la formule, c'est quoi? C'est longueur sur le dessin ou la maquette sur longueur réelle. On peut faire d'autres exemples, c'est exactement le même principe. Si j'ai un bateau qui fait 50 centimètres de long, enfin, si j'ai la maquette qui fait 50 centimètres de long, pour représenter 30 mètres de long en réalité, bah, l'échelle c'est quoi? C'est la taille de la maquette sur la taille réelle. Et alors là, il faut faire attention à mettre tout dans la même unité. Donc soit on met tout en centimètres, soit on met tout en mètres. Donc là, on a choisi de mettre en centimètres. Donc le 50 centimètres, il reste 50. Et 30 mètres, c'est 30 fois 100 centimètres, c'est-à-dire 3000 centimètres. Et du coup, quand je fais ma division, ça me fait 1 sur 60. Donc là, l'échelle, c'est 1 sur 60. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'échelle de réduction est de 1 soixantième, donc dans cet exemple-là. Ça veut dire que la maquette, finalement, est 60 fois plus petite que le vrai bateau. Donc là, ça finit tout ce qui est sur les échelles. Maintenant, reconnaître une situation de proportionnalité graphiquement, on l'a déjà dit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une situation de proportionnalité, donc? Une situation de proportionnalité, on a dit, c'est une droite qui passe par l'origine, d'accord? Là, on a déjà vu que l'abscisse, on peut l'appeler X, et l'ordonnée, on peut l'appeler Y. Et donc, en fait, quand on a une situation de proportionnalité, on a une relation de cette forme-là, donc entre l'ordonnée et l'abscisse. L'ordonnée, c'est une certaine constante K, qui est le coefficient de proportionnalité, multiplié par l'abscisse. Et ça, on parle d'une relation linéaire. Vous verrez ça l'année prochaine, quand vous étudierez les fonctions. Donc ça, on appelle, donc c'est les fonctions linéaires. Maintenant, donc il faut bien comprendre comment on représente une situation de proportionnalité graphiquement. Là, je vais dans une boulangerie, donc j'achète des baguettes. Et chaque baguette, ça coûte 1,2 euros. Du coup, si j'achète deux baguettes, bah, je vais payer deux fois plus cher, 2,4 euros. Et trois baguettes, 3 fois 1,2, 3,6. Là, j'ai représenté sur un graphique le prix des baguettes en fonction du nombre de baguettes. Là, pour une baguette, 1,2 euros. Deux baguettes, 2,4. Trois baguettes, 3,6. Donc là, je relie les points. Et donc là, j'ai une droite qui passe par l'origine. Du coup, on a une situation de proportionnalité. Voilà. Et là, l'équation de la droite, qu'est-ce qui me lie l'ordonnée, le prix, à l'abscisse, le nombre de baguettes?
Bah, le prix, c'est 1,2 fois le nombre de baguettes. Voilà. Et donc finalement, Y, c'est 1,2 fois X. Et donc le coefficient de proportionnalité, c'est 1,2. Si vous vérifiez sur le tableau, donc le coefficient de proportionnalité, c'est pour passer de la première à la deuxième ligne. Du coup, si je fais ça divisé par ça, ou ça divisé par ça, ou ça divisé par ça, c'est tout le temps la même chose. Ça fait 1,2. Donc là, j'ai bien un tableau de proportionnalité et j'ai bien une droite qui passe par l'origine. Donc voilà, bah, c'est ce qui se passe. Et maintenant, imaginons que je voudrais acheter 2 baguettes et demie. Bah, du coup, pour savoir combien je paye, je peux le faire graphiquement. Je me place à l'abscisse 2,5, je monte, je regarde l'ordonnée sur la courbe. Et donc là, sur la droite, je trouve un prix de 3 euros. Et ça, je peux le faire aussi par calcul. Le coefficient de proportionnalité, c'est 1,2. Du coup, le prix de 2 baguettes et demie, c'est 2,5 fois 1,2, on retrouve 3 euros. Donc là, ça termine donc la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Maintenant, quelques rappels donc sur le repérage. Donc là, un cadran, j'ai dit c'était quoi? C'était un quart de plan. Il y a une vidéo détaillée dessus. Donc finalement, je rappelle très brièvement parce qu'il y a déjà une vidéo détaillée dessus. Il y a 4 cadrans dans le plan. En haut à droite, c'est le premier cadran. En haut à gauche, deuxième. Ensuite, troisième cadran en bas à gauche. Et quatrième cadran en bas à droite. Voilà. Et là, bah, vous voyez, quand vous allez vers la droite, vous avez une abscisse positive. Quand vous allez vers la gauche, une abscisse négative. En haut, c'est une ordonnée positive. Et en bas, c'est une ordonnée négative. Donc voilà comment on identifie les cadrans. Donc ça termine cette fiche méthode. Maintenant, lire et placer des points dans un repère. Donc pareil, il y a une vidéo détaillée dessus. Donc là, un repère cartésien, qu'est-ce que c'est? C'est comme une grille, sauf que vous avez 2 axes. Donc vous avez un axe horizontal qui s'appelle l'axe des abscisses et un axe vertical qui s'appelle l'axe des ordonnées. Donc l'axe horizontal, on va l'orienter vers la droite et l'axe vertical, on l'oriente vers le haut. L'intersection de ces 2 axes, on l'appelle l'origine du repère. Et ces coordonnées, du coup, c'est 0, 0. Les coordonnées, qu'est-ce que c'est? C'est couple abscisse ordonnée dans cet ordre. Voilà. Un point, du coup, qui est à droite de l'axe vertical, donc c'est une abscisse positive, par exemple ici. Ensuite, à gauche, abscisse négative. Au-dessus, ordonnée positive. En dessous, ordonnée négative. Et donc, du coup, l'axe des abscisses, on peut appeler ça aussi l'axe des X. Et l'axe des ordonnées, eh ben, c'est l'axe des Y, si vous préférez. Donc, tout ça, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo détaillée. Je vous y renvoie. Alors maintenant, on finit par tout ce qui est vitesse. Donc, les vitesses, c'est souvent pour les déplacements de véhicules ou de tout ce qui bouge. En fait, il faut comprendre que la vitesse, c'est la distance qu'on parcourt divisée par le temps qu'on a mis pour la parcourir. Donc là, quand je parle de vitesse moyenne, si vous voulez, c'est en moyenne. Je me moque de ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Ça m'intéresse pas. Donc là, par exemple, si je dis que je parcours 100 kilomètres en 2 heures, en fait, je peux très bien parcourir 20 kilomètres la première heure et 80 kilomètres la deuxième heure. Je ne sais pas si ma vitesse est constante. C'est pour ça que nous, en fait, on va pas s'intéresser à ce genre de considération. On va juste s'intéresser à la notion de vitesse moyenne. Là, si je fais 100 kilomètres en 2 heures, ma vitesse moyenne, c'est 50 kilomètres en 1 heure, c'est-à-dire 50 kilomètres par heure. Voilà. Donc comment on note ça? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc là, il faut mettre des unités cohérentes. Donc la vitesse, c'est en kilomètres par heure. Alors j'ai aussi mis fois h puissance moins 1, parce que là, des heures puissance moins 1, c'est divisé par des heures en fait. C'est la même chose, c'est une autre notation. Mais si ça vous dérange, c'est pas grave, on reverra ça dans le chapitre sur les puissances. Donc du coup, c'est la même chose que kilomètre divisé par h, kilomètre heure, kilomètre par heure. Voilà. D'accord? Et donc maintenant, on va faire des exemples. Donc une voiture qui parcourt 10 000 mètres en un quart d'heure, je veux savoir sa vitesse moyenne en kilomètre heure. Première chose, c'est utiliser les bonnes unités. Et donc si on doit convertir, là,
En fait, on veut des kilomètres divisés par des heures. Là, j'ai des mètres et j'ai un quart d'heure. Donc, il faut comprendre. Là, 10 000 mètres, c'est 10 kilomètres. Un quart d'heure, c'est 0,25 heures, parce que c'est 15 minutes. Et donc, du coup, si j'applique ma formule avec les bonnes unités, donc 10 kilomètres divisé par 0,25 heures, ça me fait 10 divisé par un quart, donc 10 fois 4, et donc 40 kilomètres par heure. Voilà. Là, on peut très bien aussi, euh, si on a la distance et la vitesse, on peut savoir le temps qu'on met. Donc là, je vous renvoie aux exercices qu'on a fait avec les kangourous, les éléphants, etc. C'est le même principe. Maintenant, pour convertir des distances. Pour convertir des distances, on reverra un petit peu ça quand on fera les puissances de 10. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, on a une unité de base, par exemple, qui s'appelle le mètre, et après, on va avoir des subdivisions. Donc là, un décamètre, c'est DAM, ça veut dire c'est 10 mètres. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Un décimètre, c'est 0,1 mètre ou 10 centimètres. Et donc, un centimètre, c'est un centième de mètre. Et un millimètre, c'est un millième de mètre. Voilà. Donc ça, il faut connaître les préfixes, on le reverra aussi. C'est pas forcément à maîtriser tout de suite pour ce chapitre, mais c'est déjà bien de l'avoir en tête. Il faut déjà que vous sachiez quand même qu'un kilomètre c'est millimètres, ça c'est quand même un strict minimum. Voilà. Ensuite, donc comment on fait pour faire des conversions? Si je veux par exemple convertir 2,5 hectomètres en millimètres, qu'est-ce que je commence à faire? Je mets le chiffre des unités dans la colonne des hectomètres, 2. Ensuite, je mets les autres chiffres après la virgule jusqu'à atteindre la colonne que je veux convertir. Donc là, donc 2,5, donc là le 5 je le mets et après je complète par des zéros jusqu'à arriver à millimètres. Et là, il suffit de lire cette valeur ici. Donc 2,5 hectomètres, c'est 250 000 millimètres. Voilà. Et donc après, on peut le faire pour d'autres unités. 100 litres, c'est un hectolitre. Après, un kilolitre, mais ça se dit pas trop, ça représenterait 1000 litres. Comme on a pour un kilomètre, c'est 1000 mètres, bah, un kilolitre, ce serait 1000 litres. Mais en pratique, on utilise le mètre cube. Le mètre cube, c'est quoi? 1000 litres d'eau occupent un volume d'un cube de côté 1 mètre. Voilà. Ensuite, la conversion des durées. Donc, il n'y a pas grand-chose à savoir. Il faut juste que vous sachiez qu'une journée, c'est à peu près égal à 24 heures, qu'une heure, c'est 60 minutes et qu'une minute, c'est 30 secondes. Donc là, bah, une heure, donc c'est 60 minutes. Et comme dans une minute, j'ai 60 secondes, bah, j'ai 60 fois 60 secondes. Et ça me fait 3600 secondes. Donc si je veux convertir 7 minutes et 42 secondes en secondes, comment je fais? 7 minutes, bah là, c'est 7 fois 60 secondes. Et après, je rajoute mes 42 secondes. Du coup, ça fait 462 secondes. Maintenant, là, 142 minutes en heure. Donc là, je sais déjà que du coup, 120, donc 120 minutes, ça me fait 2 heures. Et après, il me reste 22 minutes. Du coup, ça fait 2h22. Et après, bah là, il faut, enfin, nous, on peut mettre 2h22. Après, des fois, on peut avoir besoin d'une écriture décimale. Et du coup, bah là, ce qu'il faut faire, c'est juste un tableau de proportionnalité. Vous savez, par exemple, si je veux l'écriture décimale, donc de 142 minutes en heure, bah, je fais un tableau de proportionnalité. Une heure, c'est 60 minutes. Je veux savoir combien d'heures, ça me fait 142 minutes. Je fais mon produit en croix. 142 minutes fois une heure divisé par 60 minutes, et bah, ça fait un résultat en heures. Et quand je fais mon calcul, ça me fait environ 2,37 heures. Enfin, pour convertir des vitesses, donc, ce qu'il faut que vous sachiez faire pour le contrôle, eh ben, c'est de convertir des kilomètres heure en mètres par seconde ou des mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc, comment on fait ça? Un kilomètre par heure, c'est un kilomètre divisé par une heure. Un kilomètre, on a dit c'était 1000 mètres. Une heure, on a dit c'était 3600 secondes. Du coup, ça vous fait 1000 divisé par 3600 mètres par seconde. Là, il y a deux façons de voir. On peut dire que ça, cette fraction-là, c'est comme si ça faisait 1 divisé par 3,6. Donc après, si je le fais en fraction réductive, ça me fait 5 sur 18. Donc ça, en fait, vous avez un facteur, donc à chaque fois 3,6.
Donc par exemple, pour passer des kilomètres heure au mètre par seconde, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est diviser par 3,6, c'est-à-dire multiplier par 5 18e. Et donc là, quand je fais mon calcul, par exemple, je peux faire avec des valeurs numériques. Et après, pour des mètres par seconde au kilomètre heure, bah, c'est l'inverse. Au lieu de diviser par 3,6, je vais multiplier par 3,6. Et donc là, bah, je vous renvoie aux exercices. La vitesse du son, donc c'est 340 mètres par seconde. Bah, du coup, pour l'avoir en kilomètre heure, je vais multiplier par 3,6. Donc là, ça termine. À peu près tout ce qu'il faut savoir pour le contrôle. Et donc, on s'arrête là.